Cette seconde capsule vise maintenant à analyser les grandes étapes de la réparation du dommage. Donc une fois le dossier de la victime ouvert, le processus de son indemnisation va suivre plusieurs étapes. Comme il a été précédemment expliqué, il faudra tout d'abord passer par une évaluation médicale des lésions, avant de pouvoir évaluer celle-ci financièrement. Cette évaluation médicale peut être faite unilatéralement par un médecin formé à l'expertise, soit à la demande de la victime par son médecin conseil qui défend ses intérêts, soit par le médecin du débiteur d'indemnisation, donc par exemple par le médecin conseil de la compagnie d'assurance adverse. Dans la plupart des cas, si deux médecins sont consultés, ils vont arriver à des évaluations différentes, puisque l'un défend les intérêts médicaux de la victime et se montrera en principe plus généreux dans son évaluation, et que l'autre défend les intérêts de la compagnie d'assurance et procédera souvent à une évaluation plus stricte. Généralement, les deux médecins conseils vont donc intervenir de concert. Les parties vont mettre sur pied ce qu'on appelle une expertise médicale amiable en confiant l'expertise à leurs médecins conseils respectifs, qui devront essayer de s'accorder. Un compromis d'expertise médicale amiable est signé par les parties. Ce compromis, qui est un contrat, précise généralement que même si l'expertise est faite de manière amiable, elle a la même valeur qu'une expertise judiciaire. Certaines clauses régissent également les frais de l'expertise. Le compromis peut prévoir que chacune des parties supportera les honoraires de son propre médecin conseil, mais il peut également préciser que la victime se réserve le droit de réclamer le remboursement de ses frais de défense médicale auprès du débiteur d'indemnisation, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Lorsqu'une expertise médicale amiable est réalisée, si les deux médecins peuvent s'accorder sur l'évaluation des blessures de la victime, pas de problème. Ils dressent ensemble un rapport qui reprend cette évaluation en indiquant la manière dont les lésions ont évolué et les éventuelles séquelles permanentes de la victime. Si en revanche ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils peuvent alors faire appel à un tiers arbitre pour les départager. Ce tiers arbitre est aussi un médecin formé à l'expertise, mais il n'a pas pour mission de défendre les intérêts médicaux de l'un ou de l'autre, il est seulement là pour trancher de manière neutre les questions qui lui sont posées par les médecins conseils des parties. Il est désigné dès le début de l'expertise par les deux médecins conseils des parties, pour anticiper le cas où ils n'arriveraient pas à s'entendre. Si maintenant les questions sont trop techniques, les médecins peuvent aussi faire appel, non pas au tiers arbitre, mais à ce qu'on appelle des sapiteurs, c'est-à-dire des médecins qui sont spécialisés dans un domaine médical, mais pas toujours par contre formés à l'expertise, et qui vont éclairer les médecins conseils sur des aspects médicaux spécifiques. Par exemple, dans le cas de Sophie, son médecin conseil peut décider, avec celui de l'assureur, de demander l'avis d'un orthopédiste pour interpréter les radios qui ont été prises dans les suites immédiates de l'accident et les comparer à de nouvelles radios pour vérifier la manière dont les séquelles ont évolué. Ou bien, ces deux médecins conseils peuvent décider d'interroger par exemple un psychiatre, car Sophie a de grosses difficultés à se remettre de son accident, et les médecins entendent avoir un bilan psy pour déterminer l'ampleur de ces séquelles psychiques. En marge de l'expertise médicale amiable, il faut aussi préciser que cette expertise peut être judiciaire, c'est-à-dire qu'elle est demandée directement au tribunal et celui-ci va désigner lui-même un seul expert, qui est un médecin formé à l'expertise et qui va évaluer les lésions de la victime. Dans le cours de l'expertise, la victime sera assistée par son médecin conseil devant l'expert pour défendre ses intérêts médicaux. Comme un avocat dans une procédure judiciaire, là c'est un médecin dans une expertise. Et le débiteur d'indemnisation, dans mon exemple l'assureur RC Auto de la voiture qui a renversé Sophie, va lui aussi venir avec son médecin conseil à l'expertise pour défendre ses propres intérêts. Là encore, dans une expertise judiciaire, si l'expert estime qu'il doit obtenir des compléments d'informations plus techniques, il peut s'adresser à des sapiteurs. Lorsque l'évaluation médicale du dommage a été réalisée, on connaît en principe l'ampleur des blessures de la victime et les séquelles qu'elle conserve de manière permanente de l'accident. Des taux d'incapacité vont être fixés en considération de plusieurs périodes. Dans les suites immédiates de l'accident, la victime a d'abord vu son état évoluer en dents de scie, au rythme de ses soins, d'éventuelles interventions chirurgicales. L'incapacité que lui cause l'accident varie nécessairement, mais diminue progressivement tout en se stabilisant. Lorsque cette incapacité n'est plus susceptible d'évolution, on considère qu'elle est permanente. Ce moment charnière est celui de la consolidation des lésions. Avant la date dite de la consolidation, le préjudice de la victime est dit temporaire, alors qu'il est qualifié de permanent après cette date, pour toute la durée de vie de la victime en principe jusqu'à son décès. La consolidation est une notion tout à fait médicale puisqu'elle dépend véritablement de l'évolution de l'état de santé de la victime et de la stabilisation de cet état. Sa date est fixée a posteriori, quand on se rend compte avec du recul qu'à compter d'une certaine date, l'état de la victime n'a plus véritablement évolué. Quant à la réparation du dommage, elle ne va intervenir que plus tard, et nécessairement après la consolidation des lésions.
C'est encore ce qui explique qu'elle va prendre du temps, puisqu'il faut d'abord attendre que l'état de la victime se stabilise et que l'on puisse parler de consolidation, qui, dans l'intervalle, a demandé des avances pour aider la victime à faire face à certaines dépenses, grâce au paiement de provisions. Lorsque la réparation du dommage est réalisée, un certain temps s'est donc déjà écoulé depuis la consolidation, alors que le dommage est déjà devenu permanent. Cette période est celle des préjudices permanents passés. Mais on ne va pas pour autant attendre la fin de la vie de la victime pour l'indemniser du dommage qu'elle a effectivement subi. Et on va donc anticiper pour lui permettre de recevoir déjà les indemnités visant à réparer son dommage futur jusqu'à son décès. Le préjudice permanent futur est donc celui qui est éprouvé par la victime entre le moment où elle reçoit la réparation de son dommage jusqu'à son décès. Il est calculé par anticipation pour permettre à la victime d'aller de l'avant avec les indemnités qu'elle a reçues et mettre l'accident derrière elle, tout en permettant à l'assureur de classer le dossier d'accident. Pour réparer le dommage d'une victime, les taux d'incapacité définis sur un plan médical vont devoir être convertis sous forme financière, c'est-à-dire qu'il va falloir évaluer concrètement les montants qui doivent revenir à la victime pour réparer son dommage. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, ce travail de chiffre sera celui de l'avocat ou de l'assureur protection juridique de la victime. Sous réserve des balises que nous avons épinglées ensemble précédemment, il n'y a pas de règle toute faite à respecter pour cette évaluation, qui va donc devoir être réalisée sur mesure pour la victime. Mais le praticien n'est pas complètement démuni non plus, puisqu'il existe depuis environ 25 ans un outil de travail créé pour le guider, mais pas le cadenasser, dans son évaluation, appelé le tableau indicatif. Ce tableau, qui est en fait plutôt une liste, a pour but de servir d'auxiliaire dans l'évaluation du dommage dont la hauteur ne peut être fixée in concreto, ou que l'on ne peut pas démontrer au moyen de pièces justificatives. Ce tableau est préparé par plusieurs magistrats venant de l'ensemble du pays. Il compile les grandes tendances de la jurisprudence et reflète la manière dont les juges évaluent un dommage dans sa moyenne. Puisque les magistrats viennent de juridictions différentes, le tableau constitue un compromis entre des jurisprudences qui sont parfois de plus en plus contrastées. Certains arguments sont en effet davantage reçus au nord qu'au sud du pays et inversement. Le tableau est par ailleurs régulièrement actualisé afin de tenir compte de l'évolution des conditions socio-économiques, de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence. Mais comme les choses évoluent de plus en plus rapidement et que les juges restent maîtres de l'évaluation concrète du dommage en pratique, grâce à leur pouvoir souverain, les différences ont tendance à se creuser au fil du temps entre leurs évaluations. Donc les compromis du tableau indicatif sont à certains égards de plus en plus difficiles à atteindre. Nous en sommes aujourd'hui à la 7e version du tableau indicatif, qui est son édition 2016, publiée au début de l'année 2017. Et puisque le tableau est traditionnellement adapté tous les 4 ans, on sait déjà que le tableau suivant est en préparation et qu'il devrait sans doute être publié à la fin de l'année 2020. Alors si le tableau indicatif n'avait pas fondamentalement innové en 2016, puisqu'il n'y avait pas eu de grands changements dans les méthodes et bases d'évaluation que nous connaissions déjà, sauf certaines bases de calcul qui ont été un petit peu majorées, on ne s'attend pas non plus à une révolution pour l'apparition du tableau indicatif 2020 qui devrait grosso modo reprendre les bases et fondements que nous connaissons déjà. Mais on ne peut évidemment pas exclure que certaines modifications plus importantes soient finalement adoptées. Alors avant d'aborder la liste des différents préjudices corporels à indemniser dans le chef de la victime, je voudrais encore insister sur le fait que le tableau indicatif est bien, comme son nom l'indique, purement indicatif. C'est vrai qu'en pratique, c'est assez tentant de se ruer dessus pour procéder à l'évaluation d'un dommage, puisqu'il se présente comme un guide d'évaluation tout fait, et donc bien pratique à appliquer, surtout dans une matière qui se complexifie et est assez opaque du fait de sa nature essentiellement jurisprudentielle. Mais il faut absolument garder en tête que ce tableau n'a pas vocation à constituer une grille d'indemnisation automatique, donc un barème, qui devrait s'appliquer dans tous les cas, sauf exception. Le raisonnement est précisément inverse. En principe, il faut toujours veiller à réparer le dommage de la victime de manière concrète, au regard des données du cas d'espèce, et bien sûr de manière intégrale. Et c'est seulement lorsque le praticien ne peut pas procéder à une telle évaluation concrète qu'il peut s'inspirer des recommandations généralistes du tableau indicatif. Soit en les suivant à la lettre, si cela lui paraît justifié, soit en s'en écartant quelque peu s'il estime devoir le faire, vu les circonstances du cas d'espèce, pour se rapprocher toujours le plus possible d'une réparation ultra concrète et intégrale. Ces considérations clôturent la 2e capsule, car maintenant que nous savons comment le dommage à la victime peut être réparé, sur la ligne du temps que doit suivre cette réparation, et que nous savons qu'il existe un outil d'indemnisation indicatif, il nous reste à identifier les postes de dommage qui composent concrètement le dommage global de la victime. L'expertise étant clôturée et les lésions étant évaluées, il faut chiffrer les indemnités concrètes devant revenir à la victime. C'est l'objet de la prochaine capsule consacrée à l'arborescence des préjudices à réparer.